Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Le continent africain regorge de cultures et de traditions riches. Ces traditions varient souvent d'un groupe ethnique à un autre. En Afrique, parmi nos multiples traditions, certaines se distinguent particulièrement, telles que la danse, la gastronomie, la langue, la musique, la religion, la coiffure, la mode vestimentaire, les colliers de perles, le respect et la sculpture. Tous ces éléments servent de source d'inspiration aux professionnels de la photographie dans leur travail. Pour certains, la préservation des œuvres africaines à travers les musées est une importance capitale car cela contribue à la promotion de notre patrimoine. Cependant, pour d'autres, le maintien de la pratique des traditions, même en dehors du pays, est essentiel pour rester enraciné dans ses origines. Dans ce contexte, comment la photographie contribue-t-elle à la préservation et à la promotion des traditions culturelles africaines? On en parle dans cette émission et nous recevons Jean-Claude Thoré, anthropologue et photographe professionnel. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors nous sommes également avec Ndeye Marinasso. Vous êtes présidente de l'association Maison Ousmane Sow. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de me recevoir. Très bien. Alors je commence avec vous, Jean-Claude Thoré. Comment la photographie contemporaine en Afrique contribue-t-elle à la préservation et à la promotion des traditions culturelles locales ? Bon, sans trop m'étendre, je dirais que la photographie est un vaste monde. Je prendrai un premier exemple sur un travail que j'ai mené ici à ses débuts le concernant, un travail que j'ai effectué avec un photographe sénégalais qui, habitant de Podor, a ouvert un studio à Podor en 1962. Et il a photographié pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Podor, c'est au Sénégal, justement. Podor est au Sénégal, dans le nord du Sénégal. Il a photographié, bien sûr, tous les gens qui passaient par là. Il faut rappeler que Podor se trouve au bord du fleuve Sénégal, qui est la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, plus au nord. Ce photographe, donc, a photographié au départ parce qu'il fallait que les habitants fassent des photos d'identité et que donc il était le seul à pouvoir le faire pour l'administration, mais aussi au-delà, il a photographié les gens qui venaient découvrir la photographie. C'était une fête d'aller chez le photographe pour mémoriser un événement, la circoncision des jeunes, un mariage, un fiançailles, un groupe de jeunes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qu'on retrouve chez les anciens photographes de studio en Afrique, particulièrement au Sénégal, mais aussi dans les pays voisins, le Burkina, enfin tous les pays pratiquement. Même si on en connaît davantage, peut-être du Mali. D'accord. L'introduction de la photo a été partie. Alors, le premier point, ce que je voulais dire, c'est que ce photographe a enregistré, il a collecté le portrait, le vêtement, les attitudes, c'est ainsi qu'il a préservé justement, on peut dire, ces traditions. Certaines cérémonies. Donc, il a enregistré, il a collecté, il a archivé. Donc, ce photographe a été un archiviste, avant l'heure, si l'on veut. Et ne sachant pas tout à fait, même, jusqu'à quel point ces photos pourraient être utile par la suite. Alors c'est un photographe parmi tant d'autres, bel exemple. Madame Sow, quand on parle des traditions africaines et culture également, quelque part il faudrait aussi préserver toute cette richesse. Et j'ai envie de vous poser la question sur les musées, puisque vous êtes la présidente de l'association Maison Ousmane Sow. Quel rôle jouent les musées, les centres culturels et les initiatives locales dans la sauvegarde et la transmission des connaissances liées au patrimoine africain à travers les générations? Alors, si on parle, là visiblement on parle vraiment de la photographie. Moi, la lecture que j'en ai, si vous voulez, elle a un double rôle.
Le premier, c'est d'abord de figer dans le temps, comme vient de le dire Jean-Claude, de figer dans le temps voilà, les sculptures, les œuvres, quelles qu'elles soient, que ce soit des peintures, de la sculpture ou autre. Et puis, et derrière, le musée, lui, il a un rôle de diffusion. C'est-à-dire qu'une photographie, si elle reste au fond d'un tiroir, elle n'a pas une grande valeur. Dès lors que vous lui offrez des espaces comme les musées, comme des espaces d'exposition, vous permettez sa diffusion. Mais en tout cas, pour ce qui est des musées, nous, la maison Ousmane Sow, les œuvres ont été photographiées par, à l'époque, la compagne et l'agent de mon père. Donc c'est elle qui aujourd'hui a toute la photothèque, et c'est extrêmement important parce que si vous prenez par exemple l'exemple de toutes les expositions qui ont eu lieu, ce qui nous permet aujourd'hui de retracer, une fois qu'une exposition elle est faite, vous l'avez signée, vous avez exposé, vous avez fait la scénographie, mais si vous n'avez pas quelqu'un pour immortaliser, une fois que vous démontez l'expo, c'est terminé. Je veux dire, est-ce qu'il faudrait qu'ils travaillent ensemble, tout ce qui concerne les centres culturels, les musées et toutes les personnes qui prennent les initiatives, de telles initiatives? C'est déjà le cas. Vous pouvez pas aujourd'hui, quel que soit l'artiste que vous êtes, encore une fois, que vous soyez peintre, artiste peintre ou sculpteur, vous ne pouvez pas faire sans la photographie. Il faut bien, votre sculpture ou votre peinture, elle est statique. Si vous voulez aujourd'hui que la personne qui est aux confins de la Chine puisse avoir accès à à vos œuvres, ça passe fatalement et immanquablement par la photo et par la digitalisation de cette photo, par le fait d'en faire des vidéos, de faire des montages. Mais si vous voulez rendre votre œuvre accessible à tous, il faut impérativement qu'elle soit effectivement photographiée. D'accord. Alors Jean-Claude, vous êtes français d'origine et vous résidez à Dakar. Ça fait beaucoup d'années déjà. Vous êtes en Afrique. Vous avez été en Amérique latine, en Asie également. J'en passe. Vous êtes anthropologue, vous êtes photographe professionnel. Vos œuvres de photographe illustrent une remarquable diversité culturelle africaine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons qui sont derrière ces œuvres, ce choix artistique? Voilà. Bon, je reprends un petit peu ce que je vous ai dit au départ. Le premier exemple était l'exemple d'un photographe sénégalais qui ouvre un studio et qui amasse des centaines, des milliers de négatifs. Bon, l'objet d'un photographe professionnel qui vendait ses photos, pas très cher à l'époque, selon les moyens des habitants. Bon, et l'on s'aperçoit qu'au-delà du fait qu'il ait beaucoup photographié, sa collection même devient un trésor d'archives. Et que le travail de l'usage de la photographie est double, selon la personne, selon l'heure, selon le souhait de le chercheur qui va travailler. Le premier usage, c'est le photographe à son studio, il fait des photos, il les donne à ses clients, sans valoriser tout le trésor qu'il a amassé. Heureusement, certains, j'ai été parmi ceux-là, découvre ce photographe, prend accès à ses négatifs et lui explique qu'en fait, son travail d'archive ne peut pas rester emmagasiné dans une armoire en fer à Podor, un climat difficile, chaud, plein de poussière, et qu'à partir de toutes les photos qu'il a faites, on peut non seulement travailler sur le corpus que représente l'ensemble de ces photos et y apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que lui, quand il prenait les Mauritaniennes qui venaient s'asseoir sur une natte et qu'il prenait en photo, il ne pensait pas que 50 ans après, cela permettait à un chercheur, anthropologue, historien ou autre, ou photographe, de réfléchir à ce que pouvait représenter ce lot d'archives et qu'on pouvait aussi travailler, réfléchir, faire des comparaisons avec d'autres pays sur ce que représentaient les photos avant. Est-ce que cet exemple nous explique quelque part votre déclic?
pour cet amour de la photographie ici en Afrique. C'est un peu vrai. Bon, j'ai travaillé plus de 2 ans avec ce photographe. On a monté une très belle exposition sur son œuvre pour la première fois à Dakar, en parallèle au Festival des Arts Nègres, le second festival, ici à Dakar. Bon. Les gens de Dakar, y compris les gens de son groupe social, groupe ethnique, les tout couleurs du nord de la vallée du fleuve, découvraient, se retrouvaient, peut-être certains se retrouvaient dans les photos qui avaient été prises quand une personne de 40 ans se retrouvait en photo alors qu'elle avait 10 ans ou 15 ans. Enfin, des retrouvailles comme ça assez extraordinaires. Aujourd'hui également, quelque part, on parle aussi de la technologie. Ça évolue, Madame Sow. Comment les plateformes en ligne et les médias sociaux ont-ils influencé la diffusion et la visibilité des photographies? De manière, je dirais quasiment de manière naturelle. Aujourd'hui, de toutes les façons, dès lors que vous prenez une photo, que vous la mettez sur le net, ça en découle tout ce qu'on sait, tous les problèmes de droits d'auteur, de diffusion, de travail d'artiste. À cela, aujourd'hui, maintenant, s'ajoute l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je veux dire, aujourd'hui, justement, la question qu'il faut se poser, là, pour le coup, il faut la poser aux photographes. Oui, justement. C'est comment ils arrivent à préserver leurs droits. Parce que même aujourd'hui, même si vous prenez vos photos et vous les mettez dans des photothèques dans des structures qui sont censées pouvoir contrôler la diffusion de vos photos, vous n'êtes pas à l'abri de les retrouver tous les 2 matins sur une plateforme, sur quelqu'un qui va utiliser votre photo. Et derrière, là on utilise la photo, mais derrière cette photo, nous par exemple, si on a pris nos œuvres en photo et que demain on les retrouve sur des sites où on n'a pas forcément envie qu'ils y soient pour différentes raisons, parce qu'on estime par exemple que ça ne répond pas à nos standards. Nous aujourd'hui, par exemple, les héritiers d'Ousmane Sow, on est très très vigilants là-dessus, sur ce qu'on appelle le droit moral. Tout simplement, on fait très attention, on a des outils de veille qui nous permettent de savoir sur quel site et qui utilise les photos, bien sûr avec tout l'armada que la photographe en elle-même, puisque c'est à elle qu'appartient ces photos, a mis en place pour tenter de contrôler. Avec l'intelligence artificielle, on remarque qu'il y a une menace quelque part, c'est ce qu'elle est en train de vouloir nous dire. Oui, moi je trouve... je suis d'un temps où on travaillait en argentique, on est passé au numérique, mais l'intelligence artificielle actuellement et son développement, qui va aller certainement très vite, moi me pose énormément de questions. Justement parce qu'une photo a une valeur en elle-même, elle ne peut pas être modifiée. Alors il y a le problème de l'utilisation de votre photo, dont parlait Marina maintenant, mais il y a aussi le problème de la falsification de photos. Et dans le cadre des traditions, si vous photographiez un rite d'initiation et que quelqu'un vous trafique la photo pour complètement dénaturer... Ça perd même son authenticité, son originalité. Oui, c'est la qualité même et la justification de la photo. Qui a je voulais en parler un petit peu plus, pour continuer sur les traditions, qui a une valeur, disons, de vérité ou de témoignage de tel ou tel aspect culturel, que ce soit traditionnel ou technologique, ou que ce soit un vêtement, un objet ou autre. Votre photo a une valeur justement parce qu'elle est datée et parce qu'elle est réelle. Si vous allez dans un village, vous travaillez sur l'habitat par exemple. Vous faites des photos de différents types d'habitat, rural essentiellement, un peu contemporain si l'on veut. Vous voyez que les maisons que l'on construisait en terre dans le nord étaient construites aussi dans le sud, mais avec d'autres formes de toit, etc., etc. Si quelqu'un s'amuse maintenant à complètement dénaturer
la vérité de votre photo à un instant T, où va-t-on, quoi? Moi, je crains beaucoup qu'il y ait des dérives à partir de l'intelligence artificielle quelque part de préserver sur un certain la qualité travail. surtout. Madame So, il n'y a pas que le côté négatif de la technologie ou encore de l'intelligence artificielle, mais je vais quand même revenir sur un point. Lors de la Covid-19, vous avez organisé des visites virtuelles. C'était même à la maison Ousmane So. D'où vous est venue l'idée? Comment vous avez parvenu justement à concrétiser ce projet? Alors le projet, de toutes les façons, il a été... Enfin, bon, moi, je suis pourtant pas une digital native. Je suis née bien avant, pardon. Mais par contre, dès lors qu'on a envisagé, dès lors qu'on a décidé avec mon frère de transformer sa maison en musée, même si on tient à ce nom maison parce qu'il y a vécu, pour moi, il allait de pair de faire la visite virtuelle. Pour une raison qui était très simple, c'est que les œuvres, mon père les avait rapatriées en 2014 en vue de créer un musée, le musée des grands hommes, et elle n'avait plus vocation à voyager. Donc dès lors qu'elles devaient rester au Sénégal, il fallait qu'on trouve un autre moyen de continuer quand même à faire vivre l'œuvre. Parce que le risque, malheureusement, quand un artiste disparaît, c'est un quitte ou double. Ou on l'oublie, ou alors au contraire, il prend de l'ampleur parce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pérenniser son œuvre. La visite virtuelle, pour moi, était une manière de pérenniser l'œuvre. Parce qu'encore une fois, elle rendait son œuvre accessible. Donc ça s'est décidé au moment du Covid, tout simplement parce que on y a été contraint. C'était dans le pipe, mais je ne trouvais pas la technologie qui me plaisait, parce que on nous proposait beaucoup de technologies de 360, et le problème de la 360, c'est que si vous ne savez pas le manipuler, ça déforme complètement l'œuvre. Il s'agit de sculptures de séries africaines qu'il a sculptées, ce sont des sculptures monumentales dues à leur taille. Et donc voilà, c'est de la sculpture. Quel message souhaitez-vous communiquer à chaque fois que vous mettez en avant une image comme celle que vous avez prise, c'était au Niger, je crois bien, sur le fleuve du Niger, au Mali, c'est ça? D'accord. Parlez-nous un peu. Quel est le message que vous communiquez aux personnes qui vous suivent? Oui, les quelques photos que vous avez vues du Mali sont en fait un peu des photos de voyage. Donc, je préférais peut-être revenir sur un cas sénégalais, ou peut-être repenser la chose avec l'œil de l'anthropologue. Bon, la photo, comme je disais, contemporaine pour un anthropologue et un photographe, ou un anthropologue et un photographe, permet justement d'améliorer la qualité du travail d'enquête, du travail de rendu, d'un travail anthropologique. L'anthropologue a un travail de contact long, de mise en confiance et de connaissance de ce qu'il voit, de ce qu'il relate, de ce qu'il entend, de ce qu'il les éléments sur un phénomène quelconque. Je prendrai un exemple qui est assez connu des Sénégalais, mais pas tous. Tous les 20 ou 30 ans, dans ces royaumes de Basse-Casamance, à la frontière de la Guinée-Bissau, il y a des rites d'initiation. Ces rites d'initiation, vu la vie contemporaine, n'ont pas la régularité, la périodicité de ces tenues de rituels tous les 10-15 ans. Maintenant, ça peut aller jusqu'à un écart de 20-30 ans. Ça s'appelle le Boukout, et c'est un rassemblement, non pas d'une classe d'âge, mais vu l'allongement dans le temps de l'événement, de plusieurs classes d'âge qui vont se regrouper pour célébrer le rituel qu'ils auraient dû célébrer à un certain âge. Donc il y a un grand rassemblement de ces boukout selon les villages. L'anthropologue, ayant déjà vu une ou deux cérémonies, se dit « mais moi, par écrit, je ne vais pas raconter ce que je vois. Je suis un mauvais photographe.
si j'ai un photographe qui travaille avec moi, nous allons travailler ensemble pour que moi je puisse éventuellement le guider dans les photos qu'il devrait prendre, lui le laissant un peu une liberté aussi d'action pour que cet événement non seulement fasse l'objet d'un travail écrit, bien codé, enfin, scientifiquement valable, et aussi avec l'accompagnement de photos ou de vidéos, qui maintenant est un média quand même assez accessible, pour que, si l'on veut faire connaître cet événement, maintenant c'est le livre vidéo, c'est le livre photo, c'est l'exposition. Vous arrivez également à illustrer des théâtres de rue au Sénégal. Bon, ça c'est un autre, alors je termine sur le Boucoute, à tel point que parmi les réactions face à la publication de cet ouvrage, ou des expositions que a tenues Matar Ndour ici à Dakar d'ailleurs, pour les Sénégalais, je les invite à venir place du Souvenir. Il y a une très belle exposition des photos de Matar. Expliquez-nous un peu comment vous arrivez à illustrer le théâtre de rue. Bon, moi par exemple, vivant à Dakar, je me promène dans les quartiers souvent, je lis des relations avec les habitants, qu'ils soient pêcheurs, cadres ou autres, et je tombe un jour sur un événement de quartier. Une rue était barrée, des bâches étaient dressées, et je vois que les enfants commençaient à se regrouper et à dire les lions arrivent. Bon, j'interroge mes voisins, comme ça, les habitants, ils me disent oui, là il y a ce qu'on appelle un cérémoniel du masque du lion. Ah bon? De quoi s'agit-il? Je m'approche et je vois qu'en fait, un groupe d'hommes s'était déguisé en lion avec un peu de vêtements. On n'apparaissait plus leurs mains, leurs pieds, et leur visage était maquillé de peinture faite à la peinture industrielle, aux bombes de peinture qu'ils se mettaient sur le visage, avec des volutes, des motifs qu'ils avaient inventés eux-mêmes. Ils représentaient le groupe des lions. Et ces lions étaient chargés de faire peur dans tout un quartier aux enfants qui devaient braver le lion en s'approchant de lui, mais qui devaient aussi éviter de se faire prendre par le lion. C'est un peu un jeu de... D'accord. Alors, ce théâtre m'a plu, j'ai photographié. En anthropologue, je n'ai pas photographié tout de suite, j'ai assisté, j'ai lié confiance avec les acteurs de ce petit théâtre, et au bout d'un moment, ils m'ont laissé faire les photos que je voulais pour mieux montrer à d'autres, justement, l'aspect de diffusion, qu'à Dakar, même pour les Dakarois, s'ils vont à Yoff ou à Ngor, ils peuvent voir des véritables théâtres très populaires. Merci pour ces éclairages. Permettez-moi de poser la question à Madame Sow. Alors, en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel africain, quel serait le rôle des communautés locales, des institutions internationales, des acteurs culturels en général, ainsi que des photographes et conservateurs de musées en particulier? C'est tous les intervenants, en fait, qui ont un rôle à jouer justement dans cette préservation. Et la promotion. Enfin, c'est un tout. C'est vraiment un cercle vertueux qui doit travailler, où chacun travaille en synergie avec les uns les autres. Et c'est ça qui permet justement la préservation de... Parce que bon, par contre, quand vous me parlez des institutions internationales, je vois pas... Les institutions telles que, si vous me parlez d'institutions, il y a les musées, il y a le ministère de la Culture, il y a ce genre de choses. Mais par contre, les institutions internationales, peut-être à part mettre un peu d'argent sur la table, parce que malheureusement, le parent pauvre de nos États, c'est souvent la culture. Permettre qu'il y ait quand même un échange aussi entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Justement, ce qu'on a un peu décrié, vous avez le côté un peu sombre de l'IA, mais si on prend plus globalement le digital aujourd'hui,
aide à la promotion. Et de toutes les façons, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, on ne fera pas l'économie, en tout cas pour des structures comme les nôtres. L'ancien royaume du Bénin, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude, a joué un rôle majeur dans le développement culturel en Afrique. Et certaines de leurs anciennes œuvres sont toujours présentes au musée du Bénin. Et le cinéma américain s'inspire aussi de cette culture béninoise. C'est le cas du film Woman King. Je ne sais pas si vous connaissez le film, qui revient sur l'histoire des femmes de Dahomey. Et comment pensez-vous que de telles cultures africaines puissent être davantage promues dans leur pays d'origine et dans d'autres pays africains? Grand spectacle de ces films qui marchent très bien naturellement et qui même à certains niveaux peuvent contribuer peut-être à faire plaisir à des gens souvent en quête de reconnaissance de la valeur de leur culture. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour vos éclairages. À l'instant, Jean-Claude Thoré, vous êtes anthropologue et photographe professionnel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vous remercie. Également, Ndeye-Marie Sow, vous êtes présidente de l'association Maison Ousmane Sow. Merci également à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média.